Bienvenue dans Info Hebdo, l'info du Nord sélectionnée, recherchée, sourcée par nos journalistes de Médias Ténois. Chaque semaine, ils vous expliquent les sujets qui ont fait l'actualité. Bonjour tout le monde, ici Denis Laure en remplacement de Cécile-Antoine Maisonnade. Je vais commencer avec Nelly Guidici. La réserve faunique nationale excite la convoitise de l'administration républicaine et du secteur de l'énergie. Nelly, pourquoi veut-on bousculer le bout du monde? Alors, cette région, effectivement, elle est très convoitée par la nouvelle administration Trump et par le camp républicain aux États-Unis. Alors, juste pour rappel, c'est une zone qui se trouve dans l'extrême nord-est de l'Alaska, au bord de la mer de Beaufort, et qui a une frontière avec le territoire du Yukon. Et au sud, elle est délimitée par une chaîne de montagnes Brooks. Alors, cette région, elle est quand même très, très grande. Elle fait 78 000 km² et son sous-sol, visiblement, regorge à un fort potentiel en hydrocarbures, en pétrole et en gaz. L'organisme US Geological Survey estime que cette zone pourrait contenir entre 4 et 11 milliards de barils de pétrole. Donc, évidemment, cette région, elle excite les convoitises du gouvernement républicain. Mais cette décision là, qui a été rendue par l'administration Trump n'a pas ravi tout le monde, en tout cas pas les communautés Gwich'in. C'est ça, il y a des communautés Gwich'in qui sont tout près, il y en a en Alaska, il y en a au Yukon. Ça a été quoi leur réaction à cette décision-là de l'administration républicaine? Alors, les Gwich'in de l'Alaska, mais aussi celles du Yukon et des territoires du Nord-Ouest sont unis dans cette bataille, on va dire. Et eux, ils se sont fermement opposés à cette décision. Alors, c'est pas nouveau. La région du refuge arctique, en anglais, on l'appelle la Arctic National Wildlife Refuge. Elle est au centre des intérêts à la fois démocrates et républicains depuis presque 30 ans maintenant. Donc les Gwich'in se sont toujours opposés au développement de la région. Ils ont dit qu'ils étaient opposés à cette décision parce que le développement potentiel d'infrastructures qui seraient nécessaires à l'exploitation du pétrole et du gaz dans la région, comme par exemple la construction de routes pour accéder au site, pourrait, selon eux, avoir des conséquences irréversibles sur la harde de caribou porcupine. Et cette harde de caribou qui migre sur donc des milliers de kilomètres se rend tous les printemps dans cette région-là pour la mise bas des jeunes, des bébés plutôt. Donc, les caribous seraient en danger, selon les Gwich'in. Et les Gwich'in s'appellent le peuple du caribou. Le caribou est au cœur de leur culture. Ils chassent le caribou. C'est vraiment au cœur de leur identité. Donc, pour eux, la décision de développer les hydrocarbures, c'est complètement incompatible avec leur vision du monde. Ils ont un consensus contre ce projet-là. Et si je te suis bien, ils ont un organisme qui les lie tous, les Gwich'in de chaque côté de la frontière, qui s'appelle le Gwich'in Steering Committee, une espèce de comité international Gwich'in qui fait du lobbying, qui vraiment se déplace et va rencontrer les sénateurs, les représentants au sein du Sénat qui se rend à Washington, qui essayent de chercher des alliés pour plaider leur cause, en fait, qui est que cette région devienne une région protégée de façon permanente et que ce soit inscrit dans la loi pour qu'elle ne soit plus à la merci des résultats des élections présidentielles et à la merci d'un potentiel développement des hydrocarbures dans la région. Eux, ils n'ont pas du tout été consultés là, quand l'administration républicaine a pris cette décision-là. Non, et c'est quand même très étrange parce que j'ai réussi, dans le cadre de l'article qui va paraître demain, j'ai réussi à avoir une déclaration du ministère de l'Intérieur de l'administration Trump par courriel. Et eux, ils m'ont dit, alors la réponse était très succincte, mais ils ont quand même dit qu'ils voulaient un développement responsable dans la région tout en consultant les leaders autochtones. Alors, il faut prendre cette déclaration un peu avec des pincettes parce que quand ils disent qu'ils veulent et qu'ils ont consulté les leaders autochtones, ils ne parlent pas des Gwich'in, qui eux n'ont jamais été consultés bien évidemment, ils parlent des leaders Inupiat, qui est l'autre communauté autochtone, le territoire traditionnel
se trouve aussi dans cette région du refuge arctique, et les leaders inupiats, eux, sont pour le développement des hydrocarbures dans la région. J'en parlerai plus la semaine prochaine dans un article où je vais mettre de l'avant leur position, mais en tout cas, les leaders inupiats sont les seuls qui ont été rencontrés au mois de juin dernier dans le cadre de ce développement, du développement potentiel de la région. Donc, ils ont rencontré les gens qui étaient d'accord avec eux déjà. Exactement. Merci Nelly. Le budget fédéral, le premier du gouvernement Carney, est le sujet de l'heure au Canada. Cristiano, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a exprimé sa perception du budget. Oui, tout à fait. Le premier ministre R.J. Simpson et la ministre Caroline Wozniak, ils ont donné une conférence de presse quelques 2 heures après que le budget fédéral a été présenté. Et donc, le premier ministre, R.J. Simpson, se dit plutôt globalement satisfait. Il estime que le budget 2025 prévoit d'importants investissements qui répondent aux priorités du Nord, surtout dans le domaine des infrastructures, les soins de santé et des minéraux critiques, et aussi de la sécurité dans l'Arctique, en fait. Selon lui, ce qu'il a dit, c'est que ce budget reconnaît le rôle central du Nord canadien dans l'avenir du pays. C'est ça un peu l'idée qu'il a donnée. Donc, il voit dans les nouveaux fonds une façon de renforcer la souveraineté, d'améliorer le bien-être des collectivités ici du Nord, et quand même pour créer des nouvelles occasions économiques. C'était juste quelques heures après avoir été connu le budget. Donc, le Premier ministre retient surtout que pour la première fois aussi, les corridors d'énergie et de transport dans l'Arctique obtiennent une véritable place dans un budget fédéral. Route du Valais de Mackenzie aussi, de Mackenzie Highway, et le corridor économique des sécurités de l'Arctique. Ouais. Mais est-ce que ces projets-là vont commencer cette année? On ne sait pas encore. C'est tout ça encore très incertain quand ils vont commencer. Mais bon, il a surtout souligné de nouveaux fonds. C'est le fonds d'infrastructure pour l'Arctique et le fonds pour la diversification des corridors commerciaux. Donc, voilà, le budget prévoit aussi 67 millions de dollars pour accélérer un peu le processus réglementaire et renforcer les consultations avec les gouvernements autochtones. C'est une approche que le Premier ministre qualifie d'efficace et inclusive. La ministre Caroline, de son côté, Caroline Wozniak, elle voit dans ses annonces une chance d'appuyer le logement et les infrastructures communautaires. Donc, possiblement des fonds pour l'eau, pour les égouts, pour la santé aussi. Mais elle reste quand même prudente sur les détails à venir. Il faut dire que voilà, le budget a été présenté mardi matin et ils sont prononcés juste quelques heures après. Donc, ça va prendre du temps encore pour vraiment le décortiquer, là. Voir qu'est-ce que ça va changer dans le quotidien des gens. Est-ce que toi, tu as une idée sur ça, au-delà des grands projets qui vont prendre des années avant de se développer? Alors, pour ce que j'ai compris, voilà, pour la réaction de R.J. Simpson, il accueille positivement le fait que l'accès aux soins de santé dans l'Arctique soit désormais reconnu comme une priorité fédérale. Donc, on peut éventuellement espérer que ces investissements aident à rapprocher les services médicaux des communautés éloignées. Donc, qui vont réduire les déplacements médicaux qui sont très coûteux. Donc, par contre, il y a une chose qu'il faut signaler, c'est que le ministre R.J. Simpson, il regrette toutefois l'absence, ce qu'il appelle une absence d'engagement clair sur le principe de Jordan. Et
Donc, il n'y a pas trop d'informations sur les coupes qui ont été annoncées il y a quelques mois sur le principe de Jordan. Donc, ça, c'est très incertain encore. Après qu'il y a eu ces coupes du principe de Jordan, le gouvernement... Le principe de Jordan, donc on parle de qui prend en charge les coûts de la santé pour les Autochtones dans le cas d'hospitalisation. Est-ce que c'est ça? Non, c'est l'appui à les écoles, à les élèves autochtones. Donc, on a eu des coupes de ça il y a quelques mois, annoncées par le gouvernement fédéral. Et donc, il y a quand même des dizaines, voire centaines de personnes qui avaient des postes ici dans plusieurs écoles au territoire qui ont perdu leur job. Maintenant, après ça, le gouvernement territorial a annoncé quand même un investissement pour réussir à combler ce problème, à résoudre ce problème pour les prochains mois, donc pour cette année scolaire. Mais c'est très incertain où est-ce que cet argent va venir dans l'avenir. Et voilà. OK. On va passer à ton autre sujet sur lequel tu as travaillé cette semaine, notre trouble consensus favori à l'Assemblée législative, M. Kieran Testart, le député de Range Lake, s'est exprimé en français cette semaine. Je crois que ce n'était pas arrivé depuis les beaux jours de M. Kevin O'Reilly et de son fameux Monsieur le Président. C'était quoi le sujet de l'intervention de Kevin Testart? Et c'était vendredi dernier, le 31 octobre, en fait. Kieran Testart, il a commencé à parler en français et il a en fait dénoncé la façon dont le gouvernement territorial gère le dossier d'éducation en français, surtout à Fort Smith. Donc, selon lui, les familles francophones sont forcées d'aller devant le tribunal pour obtenir un droit pourtant garanti par la Constitution. Donc, le droit de recevoir une éducation en français langue première. Il trouve inacceptable que les ministères contestent encore le nombre de titulaires des droits au lieu de travailler en collaboration avec les parents. Donc, Testart a souligné que ces démarches judiciaires coûtent cher à tout le monde et qu'elle décourage aussi les familles francophones de défendre leurs droits. En pleine assemblée, il a dit clairement que le gouvernement semble préférer perdre des procès plutôt que de reconnaître dès le départ les droits linguistiques des minorités. Je pense il a cité en exemple les autres provinces et territoires comme le Yukon où la commission scolaire a toute autorité pour gérer les admissions aussi. Je pense qu'il parlait de ça. Oui. Donc, Kieran Testart, il a posé plusieurs questions précises à la ministre. Et d'abord, il lui a demandé si elle comptait s'inspirer du modèle de Yukon, où la commission scolaire a beaucoup plus d'autonomie. Là-bas, ce sont les communautés elles-mêmes qui prennent les décisions concernant l'admission et la gestion de leur école. Et il voudrait que ce soit pareil ici, au territoire nord-ouest, pour que l'éducation en français soit vraiment entre les mains des francophones. Il a aussi soulevé la question du seuil de capacité, ces fameux 85% qui limitent parfois l'admission des nouveaux élèves dans les écoles francophones. Il a demandé à la ministre si elle accepterait de revoir cette règle qui freine, selon lui, la croissance des écoles et empêche les jeunes de s'épanouir dans leur langue. Alors, qu'est-ce qu'elle a répondu, la ministre Cleveland, par rapport à ça, par rapport à l'admission des élèves francophones, puis par rapport au dossier de l'école francophone à Fort Smith? Oui, donc j'ai eu l'impression que la ministre Cleveland ne s'attendait pas du tout à... Ah non, elle était prise au dépourvu.
Oui. Oui. Et donc, elle a répondu avec prudence, mais quand même sans fermer la porte. Elle a rappelé qu'elle-même, qu'elle vient aussi du système d'immersion française. Ah oui. Oui. Et qu'elle comprend l'importance de la représentation francophone dans l'éducation. Donc, Madame Cleveland, elle a expliqué qu'elle travaille déjà avec la commission scolaire francophone sur des modifications réglementaires pour élargir l'accès aux écoles de langue française. Par exemple, elle veut retirer la désignation qui limite ces écoles à Yellowknife et à Erie River. Elle n'a pas trop parlé de ça, mais elle a insisté sur le fait qu'elle doit aussi penser à l'ensemble des territoires, à tous les enfants et à toutes les écoles. Donc, elle a parlé un peu d'un équilibre à trouver entre le respect des droits linguistiques et la gestion des ressources. Oui. J'imagine que c'est un dossier sur lequel on va revenir en 2026. Je pense que les parents de Fort Smith sont toujours en attente d'une autre étape du procès qui les oppose au gouvernement. Merci à toi. Élodie, tu as parlé sur une étude sur les immigrants francophones organisée par la FFT. Ça s'est fait dans le cadre de la Semaine nationale de l'immigration francophone? Oui, alors Marion Perrin, la coordinatrice du RIF-TNO, a expliqué que c'était un moment idéal pour écouter la voix des personnes immigrantes francophones puisqu'on célèbre justement leur contribution à la société canadienne. L'étude permet de mieux comprendre les défis qu'elles rencontrent dans le Nord et d'améliorer leur intégration, notamment en matière d'accès aux services en français parce que quand même, au TNO, la langue primaire, surtout parlée, est l'anglais. En même temps, c'est une belle façon de souligner leur rôle essentiel dans le développement économique et culturel des TNO. Okay. Concrètement, qu'est-ce que le RIF-TNO espère accomplir avec les résultats de cette étude? Ça va servir à quoi? Encore, selon Marion Perrin, les entrevues menées par visioconférence vont servir à bâtir le prochain plan stratégique du RIF-TNO pour les 5 années à venir. Les témoignages recueillis vont aider à cibler les besoins prioritaires des nouveaux arrivants, que ce soit en logement, emploi ou services linguistiques. L'objectif est surtout que chaque personne francophone qui s'installe au TNO puisse s'y sentir pleinement intégrée et soutenue. OK. Cette étude-là, est-ce qu'elle dure encore? Jusqu'à quand les personnes francophones peuvent participer? Oui, alors le RIF-TNO invite toutes les personnes immigrantes francophones des territoires du Nord-Ouest, particulièrement celles vivant à Inuvik et dans la région du Slav-Sud, à prendre part à l'étude. Les interviews se font en français par visioconférence tout au long du mois de novembre. Alors quand même, on a beaucoup de temps, on a un mois entier pour faire ça. Et les interviews sont confidentielles et permettent aux participants de parler librement de leur parcours, de leur réussite et des défis qu'ils ont pu rencontrer en arrivant ici au TNO. Ceux et celles qui souhaitent participer là, peuvent simplement écrire à la CFA/RIF-TNO @franco-nord.com pour obtenir plus d'informations si ça les intéresse. Merci beaucoup, Élodie Roy. On parle maintenant d'un rapport sur les aires protégées au territoire du Nord-Ouest. Taïdéné-Néné, Nahanni et Dédié, on en compte une dizaine ici. Les aires protégées établies, les autres qui sont en projet, la collaboration avec les gouvernements autochtones pour les constituer. Tout ça est décrit dans un plan du GTNO qui s'appelle Territoire en santé, population en santé 2023-2028. Ce plan-là, est-ce qu'on le suit? C'est une analyse qu'on retrouve dans un rapport émanant du Bureau du vérificateur général du Canada, écrit par le commissaire à l'environnement et au développement durable, Jerry DiMarco. Un rapport qui était plutôt positif dans l'ensemble. Le 29 octobre, le comité permanent des comptes publics recevait M. DiMarco et des représentants du gouvernement des territoires du Nord-Ouest pour discuter du rapport. C'est à notre tour de recevoir M. DiMarco, qui est accompagné de Stéphanie Mors, qui est directrice au bureau du vérificateur général. Monsieur DiMarco, ma première question, toute banale. Pourquoi quelqu'un à Ottawa fait un rapport sur des aires protégées au territoire du Nord-Ouest? Alors, notre bureau est le bureau
pour faire la vérification pour le fédéral et pour le territoire. Alors ça, c'est partie de notre boulot. Et pourquoi ce sujet en particulier? Alors, moi, comme commissaire à l'environnement et au développement durable, j'analyse les enjeux que le Canada et les trois territoires ont en ce qui concerne le climat, la biodiversité et le développement durable. Alors, les aires protégées, c'est un des enjeux importants au Canada et au territoire du Nord-Ouest. Nous, maintenant, regarde les deux niveaux au même temps. Alors, nous avons publié notre rapport sur les aires protégées des territoires du Nord-Ouest et euh, prochainement, on va avoir un autre rapport, une série de trois rapports sur le travail du fédéral en ce qui concerne l'établissement et la gestion des aires protégées. C'est quoi le travail pour réaliser cet audit-là? Vous allez sur le terrain, vous compulsez des tonnes de papier? Et oui, effectivement, il y a eu beaucoup de documentation que nous avons revue, examinée, mais nous avons aussi entrepris des entrevues avec les représentants des organisations, les gouvernements autochtones qui étaient, Par exemple lesquels? oui, par exemple, Little K, Dene First Nation, avec la Fondation Casho-Gotney, avec le gouvernement Klitschko. Nous avons étendu un offre à 14 différentes organisations et gouvernements autochtones qui étaient impliqués impactés par cet audit. Il y a eu 10 qui nous ont répondu, soit par écrit, soit nous avons effectué des entrevues comme cela, Zoom ou virtuelles. Nous sommes allés visiter Little Cay pour discuter avec le chef de la Première Nation Little Cay euh, de l'impact de la gestion coopérative de Sidenenene. Nous avons aussi discuté avec le gestionnaire euh, impliqué, des membres du conseil d'administration coopérative. Une équipe est montée à Fort Good Hope aussi pour parler aux représentants de la Fondation Casho-Gotney qui est impliquée dans la gestion de Toyota. Et Monsieur DeMarco et moi-même et la directrice principale de l'audit, Carrie Agnew, sommes allés à Betcheko pour discuter avec le gouvernement Klitschko aussi. La rencontre devant le comité permanent va vous être utile? Oui, parce que c'est une opportunité qu'on peut avoir un portrait plus complet. Beaucoup de fois, on peut dire, oh, le fédéral travaille sur ça et on ne sait pas ce qui fait la province ou le territoire. Mais avec ce sujet et le fait qu'on a une série de rapports et au territoire et au fédéral, on peut voir le grand portrait. Et on peut voir comment ça va avec la coopération entre les niveaux de gouvernement et le fédéral et le territoire et les peuples autochtones. Qu'est-ce que vous retenez de positif ou de négatif de ce qui a été énoncé, avancé par le GTNO lors de la rencontre? Je dirais que je suis optimiste que le progrès, ça va aller, mais je ne suis pas certain. Ils ont du travail à faire. Ils ont établi le fondement pour faire le progrès. Maintenant, c'est vraiment une question de volonté. Est-ce qu'ils vont faire ce qu'ils ont besoin pour être un bon partenaire avec le fédéral et les peuples autochtones? Est-ce que le gouvernement du territoire du Nord-Ouest va faire ce qu'ils ont besoin? J'ai entendu dans la comparaison de la semaine passée que ils ont fait des progrès déjà avec le processus d'embauche, par exemple. Alors, Ouais. ça, c'était positif. Euh,
pas beaucoup de progrès avec l'établissement de nouveaux zones protégées. Alors ça, il y a du travail à faire. Lors de la comparution, vous avez dit que votre évaluation ne reposait pas tant sur les statistiques, mais sur un peu la qualité de la relation autochtone-GTNO. C'est pas le bon temps pour dire est-ce qu'ils ont atteint un pourcentage des aires protégées, mais est-ce qu'ils ont une fondation avec la relation avec les peuples autochtones et le gouvernement pour avoir une base, pour être sur la bonne voie d'atteindre leurs objectifs. Maintenant, c'est principalement est-ce qu'ils ont les relations, les partenariats avec les autres pour maximiser leurs chances d'atteindre les objectifs de 2030 et les objectifs du territoire qui ont une date d'échéance de 2028. L'objectif, le plan territoire en santé et population en santé était de compléter le processus pour les aires proposées. Est-ce qu'ils vont le faire par 2028 ou non? On a entendu dans la comparution la semaine passée qu'ils ont des objectifs qui sont après 2028. Alors, je ne suis pas certain de ce qu'ils vont faire, mais ils ont besoin de faire beaucoup de travail pour finaliser ces zones protégées et d'autres, parce que c'est pas seulement ceux-ci, il va y avoir d'autres aires protégées proposées par d'autres peuples autochtones dans d'autres régions du territoire du Nord-Ouest. Maintenant que ce financement a été complété, il va y avoir d'autres zones protégées proposées et le gouvernement de territoire du Nord-Ouest a besoin d'être prêt pour engager avec les autres et compléter le réseau. Le réseau va prendre du temps pour compléter. C'est certain que ça ne va pas être complété par 2028, mais dans les années qui viennent, ils vont besoin de compléter les cinq qui sont proposés maintenant et les autres qui vont être proposés. Les aires établies, c'est pour 2028, mais selon vous, ça ne le sera pas. C'est quoi l'obstacle principal à ça? Il y a Dinaga Wekehodi qui a déjà été identifié comme une aire candidate pour être une aire protégée territoriale. L'intention, c'est qu'il conclut les discussions sur le développement de cette aire protégée-là. On a identifié justement dans le rapport que il y a une question de gouvernance et le nombre de sièges et l'allocation des sièges qui doit être déterminé. Pour les autres dans la région du Daicho, c'est plutôt une question que d'ici 2028, idéalement, ils vont conclure sur quelle voie est la meilleure pour chacune de ces aires candidats-là aussi. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils deviendront des aires protégées territoriales sous la loi de la Ok. territoire. C'est pas identifié encore. Ça se peut qu'ils décident uniquement de poursuivre une désignation comme une aire protégée autochtone. Ça se peut qu'ils décident de rentrer en partenariat avec le fédéral sous la loi, un loi de Parc Canada ou autre, parce qu'il y en a d'autres. Et Mais idéalement, d'ici 2028, il conclura sur quelles mesures à suivre. Cependant, le gouvernement a bien identifié le fait que c'est au gouvernement autochtone à décider sur leur propre capacité, leurs propres priorités et le rythme auquel ils vont travailler. Par contre, ce que nous, on essaie de dire, c'est que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest doit être prêt, une fois une décision prise par les gouvernements autochtones, pour justement faire ce qu'il y a à faire. le financement à long terme a l'air d'être un problème quand on regarde votre rapport, mais j'y lis qu'il y a un accord de financement de 375 millions de dollars qui a été fait avec le fédéral. C'est pas assez? C'est un peu difficile à comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer. Alors, le gouvernement est sur la bonne voie pour garantir un financement durable et à long terme
pour les partenaires des aires protégées. Et ça, c'est les partenaires sont principalement le gouvernement autochtone. Et ça, c'est le 300 plus millions de dollars. Mais le gouvernement du territoire du Nord-Ouest n'a pas obtenu de financement permanent pour soutenir ses propres activités. Et ça a eu un impact négatif sur sa capacité à fournir du personnel stable et d'autres ressources pour soutenir les efforts de conservation et de collaboration. Et si le gouvernement veut être un bon partenaire avec les autres, ils ont besoin de financement pour soutenir ses propres activités. Le 6 novembre, après l'entrevue, M. DiMarco a rendu public un autre rapport sur la gestion fédérale autochtone des aires protégées. Selon son analyse, les 3 ministères impliqués, Environnement et changement climatique, Pêche et océan et Parcs Canada, ont établi et maintenu des relations avec les gouvernements et les organisations autochtones pour assurer la gestion coopérative des aires protégées d'une manière qui favorise la réconciliation. Il souligne le financement annuel et la formation, l'intégration des connaissances, des valeurs et des priorités autochtones. Les problèmes qu'il a identifiés, c'est le fait que la législation fédérale permette au gouvernement de prendre des décisions unilatérales sans consultation des Autochtones, et c'est le manque de fonds affectés sur le long terme. Exception notable, un fonds en fiducie dirigé par les gouvernements et organisations autochtones des TNO, mais créé par Environnement et changement climatique, que M. DiMarco qualifie de modèle novateur. Vous pouvez retrouver les articles au complet et bien d'autres en accès libre directement sur notre site internet à l'adresse mediatenois.ca. Le fil d'actualité est mis à jour quotidiennement. Pour ne rien louper, n'hésitez surtout pas à vous inscrire également sur notre site à notre infolettre pour recevoir votre journal chaque vendredi dans votre boîte courriel. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, cherchez Fil Info Ténois, et sur X, Blue Sky et YouTube, cherchez Médias Ténois.